À la section 2.7, on a vu comment déterminer la distance focale d'une lentille à partir des rayons de courbure de ses faces et de l'indice de réfraction du matériau dont elle est faite. Alors, l'indice de réfraction, c'est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, qui est la plus grande possible, 3 par 10 à la 8 mètres par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans le matériau. Vu que la lumière va moins vite dans le matériau, n va être plus grand que 1. Alors, par exemple, pour le verre, typiquement, n est autour de 1,5, ce qui veut dire que la lumière se déplace 1,5 fois moins vite dans le verre que dans le vide, ou encore que dans l'air, qui revient à peu près la même chose qu'au vide. Maintenant, pour pouvoir utiliser cette formule-là, il faut donner les bons signes aux deux faces de la lentille. Donc, RA et RB, c'est dans le sens des rayons incidents. Quand la lumière arrive sur la lentille, la première face qu'on rencontre, le rayon de courbure vaut RA, la deuxième vaut RB. Et la convention de signe est indiquée ici. Donc, si les rayons arrivent sur une surface qui est convexe, qui est bombée comme l'extérieur des lunettes, habituellement, des lunettes ont une surface convexe, ça va être un rayon positif. Et si les rayons incidents arrivent sur une surface bombée dans l'autre sens, sur une surface concave, on va considérer ça comme un rayon négatif. Alors ici, par exemple, pour la première lentille, le premier rayon est positif, puis si les rayons continuent, ils arrivent sur une surface comme ça, qui est négative. La deuxième lentille, ici, la première face serait positive. La deuxième, elle n'est pas courbée. Attention, pas courbée, c'est pas rayon égale 0, c'est rayon égale l'infini. Plus le rayon de courbure est grand, plus c'est difficile de voir la courbure. Si le rayon de courbure est infini, c'est comme si c'est pas courbé du tout. Dans le cas de la troisième lentille, les deux rayons sont positifs, mais il y a une face qui est plus courbée que l'autre, donc il y a un rayon plus petit. Et si on regarde dans la formule, dans les trois cas, on va obtenir une valeur positive pour la distance focale, parce que n étant plus grand que 1, la parenthèse est positive. Et puis, par exemple, si on prend le premier cas ici, le rayon A est positif, puis le rayon B est négatif, donc quelque chose de positif moins quelque chose de négatif, ça donne positif aussi. Donc, finalement, ça nous fait en sorte que ces trois lentilles-là ont des distances focales positives. Pour les autres lentilles, toujours dans le sens de la lumière, mettons cette lentille-là, la lumière arriverait ici sur une surface qui est courbée négativement, puis la deuxième surface est courbée positivement. Celle-là, ce serait un rayon infini pour elle, puis un rayon positif pour elle, puis ici, les deux rayons positifs. Et puis là aussi, si on remplace dans la formule, on voit que pour ces trois cas-là, ça donne bien une distance focale négative. Par exemple, si on prend le dernier cas, la première face est moins courbée, donc elle a un rayon de courbure plus grand. Donc, si RA est plus grand, 1 sur RA est plus petit que 1 sur RB, les deux sont positifs, mais si 1 sur RA est plus petit que 1 sur RB, on a effectivement une distance focale négative. Ensuite, on a vu qu'est-ce qui se passe quand on a deux lentilles, une après l'autre. Alors, l'idée principale de cette section-là, c'est que quand ça se produit, l'image formée par la première lentille devient l'objet de la seconde lentille. Comme par exemple ici, avec deux lentilles convergentes une après l'autre et l'objet placé ici, on voit que l'image, s'il y avait juste une lentille ici, l'image serait ici, mais les rayons continuent et la deuxième lentille reçoit des rayons qui viennent de ce point-là. Donc, ce point-là peut être considéré comme l'objet de la lentille B. Donc, l'image de A est l'objet de B et en continuant, on peut déterminer où se forme l'image finale. Dans ce cas ici aussi, vous voyez l'objet, l'image produite par la première lentille est virtuelle, elle est ici. Mais maintenant, imaginez du point de vue de la deuxième lentille qui reçoit ces rayons-là, les quatre rayons ici, donnent vraiment l'impression à cette lentille-là de venir d'ici. Cette image, créée par la première lentille, devient vraiment l'objet de la deuxième lentille, et on peut comme ça déterminer l'image finale. Il y a une petite complication qui se produit lorsque la première lentille crée une image réelle, mais que la deuxième lentille est placée pour empêcher l'image de se former. La deuxième lentille est placée avant l'endroit où l'image se formerait s'il n'y avait pas de deuxième lentille. Donc, vous voyez, la première lentille ici produit une image ici, mais les rayons vont dévier avant d'y arriver. Alors, ce point-là, où serait l'image de la première lentille si elle était seule, va quand même être considéré comme l'objet de la deuxième, mais c'est un objet un peu spécial, un objet virtuel, avec un P négatif. Si on veut, l'objet est du mauvais bord,
par rapport à habituellement, on fait venir les rayons comme ça de gauche à droite. Ici, l'objet est de l'autre côté. Et on peut voir aussi qu'il y a quelque chose d'inhabituel qui se produit. Regardez du point de vue de la lentille B, les quatre rayons ici s'en viennent en convergeant vers la lentille. Mais ça se produit pas d'habitude. D'habitude, les rayons qui viennent vers une lentille divergent en s'en venant vers la lentille. Donc, lorsque les rayons convergent vers un point qui est au-delà de la lentille, ce point-là est quand même considéré comme l'objet de la lentille, mais avec un P négatif. Lorsqu'on a deux lentilles, on pourrait tracer les rayons principaux, mais ça commence à être relativement lourd. En fait, il y a une autre manière d'indiquer sur un schéma ce qui se produit sans tracer les rayons principaux, et c'est une manière qu'on appelle le diagramme de faisceau, qui considère que l'objet se trouve sur l'axe. Donc, on place l'objet sur l'axe, donc on ne peut pas tracer les rayons principaux. Les rayons qui passent tout droit, qui passent par le foyer, parallèle à l'axe, ce serait 3 fois le même rayon, donc ça donne rien de tracer les rayons principaux. Donc, dans ce cas-là, il faut calculer avec les formules la position de l'image intermédiaire et la position de l'image finale. Et une fois qu'on connaît ces positions-là, on peut partir de l'objet réel qui est situé sur l'axe, envoyer un rayon vers le haut, un rayon vers le bas, et voir qu'est-ce qui arrive à ces rayons-là. Donc, par exemple, si on sait que l'image intermédiaire est ici, on sait que les rayons, une fois qu'ils ont dévié, vont s'en aller vers ce point-là. Puis finalement, si on sait que l'image finale est ici puis qu'elle est virtuelle, on sait qu'à la fin, un œil aura l'impression que les rayons viennent de ce point-là. C'est très utile de représenter le diagramme des faisceaux pour bien visualiser ce qui s'est passé dans la situation. Pour terminer la section sur les deux lentilles, on avait vu que lorsqu'on veut calculer le grandissement produit par un système de deux lentilles, par exemple un microscope, on peut calculer séparément, on sait comment calculer séparément le grandissement créé par la première lentille, puis le grandissement créé par la deuxième lentille, et le grandissement total va être la multiplication, le produit des deux grandissements. Par exemple, si la première lentille grossit 10 fois, puis la deuxième lentille grossit 40 fois, mais au total, ça grossit 400 fois et non 50. Il faut vraiment multiplier. Vous ne pouvez pas tout simplement faire le rapport de l'image, la distance image de la deuxième lentille sur la distance objet de la première. Ça ne donne pas le bon résultat. Il faut vraiment calculer séparément pour chaque lentille, puis multiplier les deux facteurs de grandissement. On arrive à la section 2.9 sur la correction de la vue à proprement parler. Donc, dans cette section-là, on a vu d'abord la définition de la vergence d'une lentille qui est utilisée en optométrie. Alors, c'est 1 sur la distance focale. Si la distance focale est en mètres, la vergence va être en mètre moins 1 et on donne le nom de dioptrie, symbole D, à la vergence d'une lentille. On avait parlé de l'accommodation de l'œil, le fait que le cristallin peut être plus ou moins bombé avec les muscles ciliaires. Donc, ça change la vergence de l'œil. Sans accommodation, quand le cristallin est bombé au minimum, la vergence de l'œil est minimale. Lorsque le cristallin est bombé au maximum, la vergence est maximum. Plus le cristallin est souple et plus les muscles ciliaires sont capables de changer sa courbure, plus il y a une grande différence entre la vergence maximum et la vergence minimum. Et c'est une bonne chose. Plus l'amplitude d'accommodation, la différence entre les deux est grande, plus on a un intervalle qui est vaste de distance où on voit de manière nette. Et malheureusement, en vieillissant, le cristallin devient de plus en plus rigide, donc les muscles peuvent moins le bomber, et on se retrouve à avoir une amplitude qui diminue avec l'âge. Donc, l'amplitude d'accommodation pour un étudiant de cégep est autour de 10 dioptries, mais entre 40 et 50 ans, l'amplitude passe en bas de 4 dioptries, et à ce moment-là, on dit que l'œil est presbyte. On en reparle tout à l'heure. On va d'abord voir la situation de l'œil nominal. Alors, l'œil nominal, c'est un œil qui voit net entre 25 cm et l'infini. Donc, quand l'objet est à 25 cm, en bombant au maximum, l'image se forme sur la rétine. Et quand l'objet est à l'infini, en bombant au minimum, l'image se forme sur la rétine. On peut montrer que l'amplitude d'accommodation est égale à 1 sur la distance du punctum proximum moins 1 sur la distance du punctum remotum, qui est le point où il faut placer l'objet pour qu'il soit vu de manière nette quand le cristallin est bombé au minimum. Ce qui fait que pour l'œil nominal, on a 1 sur 0,25, 4, moins 1 sur l'infini, 0. On a une amplitude d'accommodation de 4 dioptries. On en reparle tout à l'heure quand on définira la presbytie. Donc, imaginez maintenant un œil au repos qui regarde un objet lointain. 3 choses qui peuvent se produire. Si l'œil est hémétrope, comme on l'a dit,
avec l'œil au repos, le cristallin qui est bombé au minimum, les muscles ciliaires ne travaillent pas, tout est parfait, la vision est nette. Maintenant, si l'œil est myope, l'œil, si on veut, est trop convergent. Même au repos, il est trop convergent, ce qui fait que les rayons se croisent avant d'atteindre la rétine et la vision est floue. Il existe aussi le problème contraire qu'un œil au repos qui n'est pas assez convergent, c'est un œil hypermétrope. Alors, les rayons qui arrivent de l'infini, lorsque l'œil est au repos, se croisent en arrière, se croiseraient en arrière de la rétine, donc la vision est floue aussi. Donc, du point de vue de la vision de loin, l'œil est une sorte de hop. Il est soit hémétrope, si c'est juste correct, myope s'il est trop convergent, hypermétrope s'il n'est pas assez convergent. Regardons maintenant comment on corrige la myopie. Alors, quand l'objet est à l'infini, l'image est floue, comme on vient de le voir. Si on rapproche l'objet, éventuellement, vu que les rayons divergent et que l'œil converge trop, ça se compense et l'image devient nette. Alors, la distance à laquelle ça se produit, on appelle ça le DPR, et ce point-là, c'est le punctum remotum de l'œil. Maintenant, si on veut voir net à l'infini, on peut mettre une lentille divergente devant l'œil. Alors, la lentille va prendre les rayons qui viennent de l'infini parallèle, va les faire diverger en donnant l'impression à l'œil qu'ils viennent d'un point qui est le punctum remotum. Donc, à cet endroit-là, l'œil est capable de faire converger les rayons sur la rétine. Donc, le but des lunettes, c'est de prendre un objet à l'infini et de créer une image virtuelle, donc un Q négatif, au punctum remotum de l'œil. Si on regarde maintenant la correction de l'hypermétropie, alors, quand les rayons arrivent de l'infini, parallèle, ils se croisent en arrière de la rétine, donc l'image est floue. Maintenant, l'œil hypermétrope peut voir net sans lunettes, il a simplement besoin de forcer les muscles ciliaires pour bomber le cristallin et compenser si on veut. Mais c'est pas très confortable parce qu'on se retrouve à être obligé de bomber le cristallin constamment et les hypermétropes ont tendance à avoir mal aux yeux ou mal à la tête parce que les muscles ciliaires fonctionnent toute la journée. L'œil hypermétrope serait parfait pour lui de recevoir des rayons qui convergeraient vers un point en arrière de l'œil, parce que vu que l'œil n'est pas assez convergent au repos, les rayons déjà convergents feraient en sorte que ce serait juste parfait, les rayons se croiseraient sur la rétine. Alors c'est ça qu'on va faire, pour corriger l'hypermétropie, on va mettre une lentille convergente devant l'œil, qui va faire en sorte que cette lentille-là irait produire une image réelle en arrière de l'œil, mais l'image se produira pas parce que l'œil va intercepter les rayons, mais vu que ces rayons-là donnent l'impression d'aller vers un point en arrière de l'œil, les rayons se croisent finalement sur la rétine et on voit net. Remarquez que le DPR pour l'œil hypermétrope est négatif parce qu'essentiellement, c'est un punctum remotum virtuel. La myopie et l'hypermétropie étaient des problèmes de vision de loin. Mais on peut aussi avoir un problème de vision de près. Si notre DPP est plus loin que 25 cm, qui est la position du punctum proximum pour un œil nominal. Alors, dans ce cas-là, on aimerait pouvoir quand même voir net un objet à 25 cm. Donc, on va mettre une lentille convergente devant l'œil qui va prendre les rayons qui partent de l'objet à 25 cm, les faire converger un petit peu pour qu'ils donnent l'impression de venir justement du punctum proximum. Et l'œil est capable à ce moment-là de voir net. Donc le rôle des lunettes est de prendre l'objet où il est à 25 cm et d'en former une image virtuelle à la distance DPP de l'œil. Finalement, on va définir ce qu'on appelle la presbytie. L'œil nominal, on avait vu que, vu qu'il voyait net de 25 cm à l'infini, son amplitude d'accommodation était de 4 dioptries. Si un œil a une amplitude d'accommodation plus petite que 4 dioptries, on dit qu'il est presbyte. Alors, plus l'amplitude d'accommodation est petite, plus l'intervalle de vision nette est réduit. Mais attention, ça ne veut pas dire, si on est presbyte, qu'on a besoin de correction, de lunettes, pour voir net à 25 cm. Parce que l'intervalle peut être réduit, mais si l'intervalle est réduit et que 25 cm est inclus dans l'intervalle, on pourrait, sans lunettes, lire, mais on serait quand même presbyte parce qu'on aurait un intervalle restreint. De même, c'est possible d'avoir besoin de correction, donc de lunettes pour voir net à 25 cm, sans être presbyte. Les hypermétropes, vu qu'il y a une partie de l'intervalle de vision nette, si on veut, qui est gaspillée au-delà de l'infini, fait en sorte qu'ils peuvent, même s'ils ont une très bonne amplitude d'accommodation, avoir pas assez qui reste
dans la zone réelle pour voir net à 25 cm.